Je pense qu'on peut le dire sans aucun problème, hier soir, on a vécu un grand moment d'histoire. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez tous très bien dormi, moi pas trop, mais on va faire avec. On se retrouve aujourd'hui donc pour les résultats de Survivor Series Wargames 2023 et il y a beaucoup de choses à dire. Et on ne perd pas une seule seconde, on commence avec le Wargames match féminin qui voyait l'équipe de Becky Lynch affronter Damage Control, un combat qui va durer environ 35 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,5 sur 5. C'était un excellent Wargames, vraiment possiblement le meilleur Wargames féminin de l'histoire. On en avait déjà parlé dans ma vidéo pronostic. Il n'y avait que des femmes d'expérience sur ce ring et que des femmes ultra talentueuses. Ma seule crainte était autour de Shotzi, mais c'était plus pour une question de folie, une mauvaise gestion de sa folie. Et donc, j'avais des craintes à ce niveau-là. Mais concrètement, on n'a que des femmes de haut niveau, que des femmes avec un talent extraordinaire dans ce ring. Eh bien, la qualité s'en est fait ressentir directement. On n'a pas eu de problème d'incompréhension, on n'a pas de problème de timing ou quoi que ce soit. Non, on a des femmes qui savent exactement ce qu'elles ont à faire sur un ring, même dans un Wargames match. C'était d'ailleurs le premier Wargames match de Charlotte Flair, par exemple. Mais il n'y a pas de problème pour elle, elle s'est adaptée assez rapidement. C'est vrai que c'est toujours dur, je trouve, de juger les Wargames, parce que tu sais que tu t'embarques dans un énorme bordel, il faut le dire. Il y a beaucoup de temps d'attente, il y a beaucoup de temps où, on va dire, pendant quelques secondes, il ne se passe pas grand chose, le temps que les spots se mettent en place, le temps qu'un adversaire, un partenaire arrive, donc ça met du temps à se mettre en place. Mais honnêtement, je me suis absolument pas ennuyé devant ce Wargames féminin, et je dois mettre en avant quelques catcheuses. Parce que certes, pour moi, elles ont quasiment toutes été au niveau, même si je trouve que certains ont été plutôt absentes, vraiment. Je pense par exemple à une Bianca Belair, que j'ai trouvé très absente dans ce combat. Mais je suis obligé de mettre en avant les japonaises, qui pour moi ont été extraordinaires. Je parle donc de Io Sky, de Asuka et de Kairi Sane, qui déjà sur le ring ont été bonnes dans leurs actions, dans leur manière de faire les choses. Mais en termes d'attitude, pour moi, c'était le divertissement total. Je pense forcément à l'entrée de Kairi Sane qui fait ses petits pas là et qui prend 2 minutes à faire son entrée. Voilà, c'est ce genre de choses que j'aime avec les japonaises, c'est qu'elles en font des tonnes, elles en font des caisses, mais ça me plaît, ça reste que du catch, ça reste que du divertissement, et elles l'ont comprise, et vraiment avoir ces trois-là dans ce match-là, en termes d'expérience, en termes de qualité technique, c'était un plus. Mais vraiment, moi ce que je mets en avant, c'est leur interaction avec le public, c'est la manière dont elles se sont connectées avec le public, elles ont vraiment été géniales lors de ce match. Mais les Wargames, c'est surtout des spots dont tu te rappelles, et il y a deux choses plutôt intéressantes, j'ai envie de dire. Premièrement, le saut que va faire Io Sky du haut de la cage avec cette poubelle mise sur sa tête, ce qui est complètement fou parce qu'elle est totalement à l'aveugle, elle met cette poubelle sur la tête, elle ne voit plus rien pendant quelques secondes, elle est debout à plusieurs mètres de hauteur, c'est tellement dangereux, tellement risqué, et elle va faire une sorte de crossbody sur tout le monde. Ouais, c'est tellement dangereux mais tellement stylé, et pour le coup, même si c'est un moonsault que j'ai plus vu que ma mère, le moonsault de Charlotte Flair du haut de la cage était quand même très beau. Autant quand elle le fait en weekly de manière random, ça m'énerve un peu. Là, quand c'est du haut d'une cage, je me tais et j'apprécie. La fin de combat a énormément fait parler et va faire beaucoup parler dans les prochains jours. C'est Bayley qui va se sacrifier pour son équipe, qui va prendre le spear de Charlotte Flair et qui va ensuite prendre tous les finishes de l'équipe des Babyface. D'ailleurs, c'est un peu long la mise en place du dernier finish et donc du finish de Becky Lynch à travers la table. On comprend directement où ça va aller, où ça veut aller, mais c'est vrai que c'est un peu long à se mettre en place. Et donc les Babyface vont l'emporter. Alors quelle suite? Est-ce que ce sacrifice de Bayley va être récompensé par finalement les japonaises ou absolument pas et elles vont la blâmer pour cette défaite? Ça va être hyper intéressant à suivre. Et de l'autre côté, on en parlait avant le show, on a quand même l'impression que Becky Lynch et Charlotte Flair se sont réellement réconciliés avant le combat, pendant le combat. Elles se sont fait un énorme câlin et même en conférence de presse après le show. Becky Lynch a d'ailleurs pleuré en parlant de cette relation-là, donc ouais, on dirait que leur amitié est en train de renaître et j'ai envie de dire tant mieux. Maintenant, où ça va aller tout ça,
affaire à suivre parce qu'on sait que Charlotte est du côté de SmackDown, Becky du côté de Raw. Est-ce que Becky va aller pourchasser maintenant le titre de championne de Rhea Ripley? Affaire à suivre, mais ce qui est sûr, c'est que ce War Games match féminin était vraiment excellent. On enchaîne avec Gunther qui défend son titre de champion intercontinental face au Miz, un combat qui va durer environ 13 minutes. Ma note pour ce match est de 4 sur 5. C'était un vrai bon combat, mais qui, si je dois être honnête, m'a un poil déçu. Ce qui peut être bizarre car j'ai quand même mis 4 sur 5, mais j'attendais que ça aille un peu plus loin. Je pense que les deux sont capables d'aller beaucoup plus loin et c'est ce que je disais avant le show. Là aussi, ça va dépendre de la durée de ce match et je pense qu'avec 3-4 minutes en plus, le match aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais je le rappelle, 4 sur 5, ça reste vraiment une excellente note. Un match qui va avoir des allures d'un match plutôt classique. Vraiment, on a un Miz qui est le babyface dans ce combat, qui va vraiment avoir le soutien du public. C'est important, on en parle depuis des semaines de ce Miz babyface, à quel point le public va le soutenir ou non. Et bah, le public de Chicago est à fond derrière The Miz. Ça, c'est une très bonne chose. Miz qui va travailler à l'ancienne la jambe de Gunther, alors que Gunther, lui, dans son système de destruction basique, classique, habituel. Donc ça donne un match cohérent, solide, mais il me manque un tout petit truc. Il me manque le petit dernier truc pour que la note monte encore plus. Bien évidemment, on a un certain suspense qui a été installé pendant le match avec un tombé du Miz qui va être effectué après avoir mis un coup dans les parties de Gunther. Parce qu'on l'a dit cette semaine à Raw, mais Miz, certes, est passé du bon côté de la force, est un babyface, mais utilise quand même certaines techniques et certains moyens pour gagner des matchs qui ne sont pas réellement des moyens de babyface, et il va encore le faire pendant ce match. Mais bien évidemment, ça ne va pas suffire, il y a un bon tombé à 2,99, je pense que certains chez vous ont cru que le Miz allait devenir le nouveau champion intercontinental, j'y ai pas cru, je l'avoue, mais c'était bien joué, c'était bien tenté de la part de la WWE, et ce que j'aime, c'est ce finish, où finalement, Gunther va gagner avec une nouvelle prise, et on en parle chaque semaine, il est capable de gagner avec 4-5 prises différentes, les combats Gunther, et là il va gagner avec une espèce de Boston Crab, et il va faire abandonner le Miz, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe comment, c'est impressionnant, c'est fort. Ouais, c'est une grosse image encore de Gunther qui sort des Survivor Series, mais encore plus fort que jamais. Le Miz aura donné une belle bataille, mais ça n'aura pas suffi. On passe à Santos Escobar qui fait face à Dragon Lee dans un combat assez court de 8 minutes. Ma note pour ce match est de 3,75 et c'était vraiment excellent, c'était vraiment très bon sur les 8-9 minutes de combat qu'on a vu. C'était vraiment tout ce que j'attendais de ce combat, un match dynamique, un match qui réveille un peu ce public qui, au début du combat, on n'avait pas grand chose à faire, entre guillemets, c'était pas le match qu'ils attendaient le plus de cette soirée. Le premier match en PLE de la carrière de Dragon Lee du côté de WWE, c'était pas rien, mais il va réussir à embarquer ce public, justement. Il va réussir à faire en sorte que le public soit derrière lui au fur et à mesure du combat. Et ça, c'est intéressant. Mais malheureusement, on est obligé de dire que le point négatif de ce combat, c'est la durée. C'est trop court, c'est bien trop court. J'aurais bien évidemment aimé avoir 3-4 minutes en plus, honnêtement. 8 minutes, ça peut être suffisant pour un match en weekly, voilà. Mais là, je me suis dit quand même, pour le premier match en PLE de Dragon Lee, j'aurais aimé un peu plus. J'aurais aimé une fin un peu plus épique, là aussi, parce qu'on parle certes de la durée courte de ce combat, mais la fin est assez abrupte et tombe un peu comme ça, d'un coup, sans qu'on s'y attende, avec même pas forcément un gros finish de la part de Santos Escobar qui va enchaîner 2 prises et qui va l'emporter. Ouais, le public s'y attend même pas, il n'y a même pas de réaction sur le tombé de Santos Escobar car il ne pense même pas que c'est avec cette prise qu'il va remporter ce combat. Donc ouais, la fin est un peu manquée selon moi, mais il en reste au moins que j'ai aimé la prestation de Santos Escobar. C'était là aussi un test pour lui, un gros match en tant que heel dans un PLE WWE, et pour moi le test est vraiment réussi. Du côté de Santos Escobar et bien évidemment de Dragon Lee qui réussit ses premiers pas vraiment dans le roster principal et là en plus dans son premier PLE. Voilà, pour les deux, j'ai hâte de voir la suite. Rhea Ripley défend son titre de championne du monde féminine face à Zoey Stark. Un combat qui là aussi va durer très peu de temps, on est sur 10 minutes. Ma note pour ce match est de 3,25 sur 5, c'est la petite déception pour moi de ce show. J'en attendais pas des monts et des merveilles, je me doutais que le match n'allait pas durer forcément hyper longtemps avec les 2 War Games match, mais je m'attendais à mieux.
déjà en termes de durée. Forcément, je suis obligé de revenir dessus, c'est un gros facteur, c'est hyper important. Quand on te donne que 10 minutes, tu peux faire de belles choses, bien évidemment, tu peux faire mieux, je pense, mais on va dire que ça te restreint. Bah ouais, bah c'était moyen plus, c'est quand même au-dessus de la moyenne, bien évidemment, c'est quand même bien au-dessus de la moyenne, mais mes attentes étaient quand même assez élevées sur ce combat. On a un public en plus en début de match qui va popper pour Rhea Ripley et un peu huer Zoey Stark. Ça va changer au fur et à mesure du combat et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Zoey Stark. Il n'y a pas d'énorme pop pour Zoey Stark, bien évidemment on s'y attendait, mais au moins le public la soutient un tout petit peu et ça c'est au moins cool, je veux dire pour elle et pour son développement de personnage, en tant que babyface, c'est un bon début. Le match, honnêtement, techniquement, il est plutôt correct. Je crois qu'il y a un botch au niveau du coin du ring qui est pas terrible, c'est même pas beau du tout. Mais globalement, c'est plutôt bon, c'est ce que j'attendais, ça frappe plutôt fort. On a une Rhea Ripley qui, on le dit pas assez souvent, mais sans doute, je pense dans la division féminine, celle qui vend le mieux, vraiment. C'est certes un plus gros gabarit, c'est quelqu'un de plus massif que les autres, mais bizarrement, c'est elle qui vend le mieux, c'est elle qui vend le plus, le mieux les coups, les prises. Je trouve vraiment qu'elle est génialissime dans ce domaine-là et faut vraiment le mettre en avant. Mais finalement, bah ça va pas plus loin que ça. Ça frappe fort, c'est plutôt bien. Mais le finish est vu et revu et bah Rhea Ripley va l'emporter assez facilement. Il n'y a pas réellement de suspense, on n'en met vraiment pas dans ce match de suspense. Donc plutôt dommage, je trouve. Petite déception ce combat. J'attends bien évidemment les prochaines défenses de titre de Rhea Ripley avec beaucoup d'envie et d'attente. Voir quelle sera la superstar qui va l'affronter prochainement. On parle de Nia Jax, Becky Lynch, on en a parlé plus tôt dans la soirée. Voilà. Affaire à suivre. Le règne de Rhea Ripley m'intrigue quand même beaucoup. Il y a des choses qui sont vraiment excellentes et il y a quand même des choses qui sont quand même assez moyennes. Et on finit donc par le main event, le Wargames match. Masculin, on retrouve le Judgment Day face à Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn et un certain Randy Orton qui fera son apparition plus tard. Ma note pour ce combat qui va durer d'ailleurs très longtemps, j'ai même plus la durée mais il dure hyper longtemps. On est sur un 4,75 sur 5. Difficile de pas mettre 5 honnêtement. Je me suis retenu de pas mettre 5 en tant que fan de Randy Orton bien sûr. Mais c'est dur d'être objectif, franchement, après ce qu'on a vu c'est très dur d'être objectif. Et malheureusement on en parlera après ce combat et après en fin de vidéo, mais il y a certaines choses qui éclipsent les combats de cette soirée. Donc forcément c'est très difficile je trouve d'avoir du recul sur certains matchs et sur certains moments. On va donc avoir un Wargames match plutôt classique je trouve dans l'ensemble. Il est meilleur que le match de la Bloodline l'année dernière. Vraiment je trouve qu'il est bien meilleur techniquement. Il y a plus d'innovation en termes de spot. Ça reste un bon combat, mais qui va pas plus loin que ça. Je trouve, en termes d'innovation ou quoi que ce soit, c'est très bon, mais ça va pas plus loin. Et c'est très bon parce qu'on le sait et on le dit depuis des semaines et des semaines, voire des mois maintenant, mais ces catcheurs s'affrontent quasiment chaque semaine. Les Cody Rhodes, Rollins, Zayn face au Judgment Day, bah ça s'affronte depuis des mois et des mois. C'est des affiches qu'on a déjà vues et revues. Forcément, il y a une alchimie qui s'est créée, il y a une entente qui s'est créée entre tout le monde. Et ça se ressent sur ce combat. Tout est facile pour eux, il n'y a pas de problème de timing, il n'y a pas de botch ou quoi que ce soit. Tout est très facile pour eux. Et finalement, ce qu'on attendait tout au long de la soirée, c'était le retour de Randy Orton. De quelle manière il allait être fait. Et c'était plutôt malin. On savait que Randy Orton allait faire son retour. Mais tout au long de la soirée, on a eu Cody Rhodes, Rollins qui se sont posé des questions. Orton n'était pas là. Orton en début de match n'est pas là. Et bah on se pose des questions. Est-ce que Orton va vraiment se pointer ou non? On a laissé un petit suspense sur ça et je trouve que c'était plutôt malin de le faire. Et c'était finalement pour avoir une espèce de pop à la Kevin Owens lors des Wargames précédents. C'était plutôt très malin de faire ça. Parce que finalement, lorsque Randy Orton doit venir en 5e personne, eh bien c'est pas lui qui va venir, mais c'est Rhea Ripley avec la mallette de Money in the Bank. Parce que tous les babyface sont au sol et donc Damien Priest veut en profiter. Eh bien, sauf qu'à ce moment-là, bien évidemment, la musique de Randy Orton va retentir. Et on va voir un Randy Orton très fringant, en shape vraiment extraordinaire. Vraiment, Orton qui est énorme. Mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens où il est giga stock, vraiment un Orton qui est vraiment au top de sa forme, on peut le dire clairement. Et Orton qui, tu le vois, il est surexcité, il est hyper heureux d'être là. Je connais un peu Randy Orton maintenant au fur et à mesure des années, vu que c'est ma superstar préférée. Je sais quand il a envie, je sais quand il est excité, je sais quand il est à 2000%. Et là, clairement, son retour,
il en avait envie et tu sens que vraiment ça lui avait manqué. Et donc forcément sur les dernières minutes du combat, l'ambiance est différente, l'atmosphère est totalement différente. Ça va bien évidemment popper pour Randy Orton qui va nous faire ses classiques, Power Slam, etc. etc. Un DDT du haut de la deuxième corde porté par tout le monde. J'ai trouvé ça génial que tout le monde porte cette prise mythique de Randy Orton. C'était vraiment génial. Et pour aller jusqu'au bout, du bout, on avait l'histoire entre Jey Uso et Randy Orton. Orton va finalement pas lui porter un RKO parce que Jey va le sauver dans ce combat. Et donc Orton met cette histoire de côté. Pour le moment. Est-ce que ça va durer? Pas sûr. Et forcément, le dernier spot de ce match, le dernier gros spot de ce combat, le RKO out of nowhere sur JD McDonagh du haut de la cage. On le voit arriver à des kilomètres, c'est le spot qui se met en place, etc. Mais qu'est-ce que c'est dur en termes de timing. Je pense qu'on s'en rend même pas compte à quel point c'est difficile d'attraper quelqu'un en vol de cette hauteur-là et que ça paraisse aussi beau. Et vraiment, c'est un vrai travail, c'est vraiment quelque chose d'hyper difficile et Orton le fait comme si c'était évident, comme si c'était facile. C'est ensuite Cody Rhodes qui va porter son Crossroads sur Damien Priest pour donner la victoire au Babyface. J'avais pronostiqué plutôt un RKO de Orton pour terminer le match sur JD McDonagh. Bon, c'est Cody sur Damien Priest. On sait que Damien Priest avait été désigné leader de ce match par Rhea Ripley du côté du Judgment Day. Est-ce qu'on va lui reprocher ça? C'est possible. On a vu un McIntyre s'en aller directement au vestiaire. L'histoire autour de McIntyre est assez floue pour le moment. Il semblait être énervé. Il a quitté l'arène directement. C'est pas vraiment dans la storyline, ça pour le coup. Donc assez bizarre. On va voir où ça va aller. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Mais on se dit, ok, le show se termine là-dessus, c'est génial, énorme pop pour les babyface. Franchement, on peut terminer là-dessus et c'était déjà génial. On a le retour de Orton, RKO out of nowhere, ambiance de malade. Franchement, on est déjà satisfait à ce moment-là. Mais il faut croire que pour la WWE, c'était pas assez. C'était pas assez de ramener Randy Orton après 1 an et demi d'absence. Non, c'était pas assez. On voulait marquer encore plus le coup à Chicago. Il y avait cette phrase qui avait été dite par certains médias tout au long de la journée. Soit CM Punk n'est pas là ce soir, soit c'est le secret le mieux gardé de l'histoire de la WWE. Eh bien, c'est la deuxième option. C'est le secret le mieux gardé de l'histoire de la WWE parce que Cult of Personality va retentir et CM Punk va faire son retour à la WWE 9 ans après l'avoir quitté. Moment légendaire, moment inoubliable. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant très longtemps, vous le savez, je suis même pas le plus grand fan de CM Punk. J'ai même des griefs contre lui. Mais pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques semaines, quelques mois, je l'ai dit dans énormément de vidéos quand on parlait de CM Punk, si la WWE peut signer CM Punk en 2023, en termes de business, elle doit le faire. Elle ne peut pas se contenter de laisser CM Punk tranquillement alors qu'il est libre et qu'il a possiblement une envie de rester dans le monde du catch. Non, la WWE devait approcher CM Punk et ils l'ont fait. Ils ont ramené CM Punk à la WWE. Je vais pas rentrer dans les détails des contrats, du comment ça s'est fait, etc. parce que tout sort aujourd'hui. Des médias qui n'avaient aucune information sur CM Punk, en quelques secondes maintenant ont des informations sur Punk, donc on va attendre tranquillement. J'ai fait confiance à BWE, donc Boozer Wrestling sur Twitter tout au long de cette histoire, et c'était le seul à avoir raison sur CM Punk. Bravo à toi mec. Et fuck Sean Ross, ça c'est encore autre chose, mais voilà, on va attendre en termes d'informations. J'ai un peu du mal à tout partager parce que, comme je l'ai dit, certains n'avaient aucune information en quelques secondes, ils ont eu beaucoup d'informations, donc on va attendre. Et je suis même pas le plus grand fan de CM Punk. Mais j'ai crié devant mon écran. J'étais debout. J'étais surpris, j'étais choqué. C'est un moment qui va me marquer en tant que fan de catch. Et je suis même pas un grand fan de CM Punk. Alors j'imagine même pas vous. Dites-le moi en commentaire, les fans de CM Punk depuis des dizaines d'années. Votre ressenti, votre moment, comment vous l'avez vécu. Je pense que ça doit être fou. Ça a dû être fou. Moi, mon moment, je l'ai peut-être vécu avec Randy Orton en termes d'émotion. Mais même là, émotionnellement, honnêtement, et je le redis, je suis pas un énorme fan de CM Punk. En termes d'émotion, ça m'a vraiment pris. Vraiment, le retour de CM Punk à la WWE après 9 ans à l'écart.
ça m'a pris. Émotionnellement, ça m'a vraiment eu. Ils ont été très forts à ce niveau-là. Et forcément, on est obligé d'en parler. Certaines vidéos sont sorties où on le voit un Seth Rollins très énervé après ce retour de CM Punk. Sur le coup, on se demandait à quel point il était dans son personnage. Est-ce qu'il sortait de son personnage? On sait que Seth Rollins n'a pas vraiment une grosse amitié avec CM Punk. Voire, il le déteste. De ce qu'on sait, de ce qui est sorti, les superstars sur le ring dans le main event savaient que CM Punk allait faire son retour. Donc, bien évidemment, Rollins est dans son personnage et honnêtement, je ne doutais pas une seconde de Rollins. Rollins reste un grand professionnel, c'est l'un des visages de la WWE aujourd'hui. Je le vois pas faire des doigts d'honneur si finalement il sort de son personnage. Non, il reste dans son personnage et cette histoire entre Punk et Rollins va venir sur la table à un moment donné. Est-ce qu'elle va arriver maintenant? Pas sûr. Possible qu'on garde ça pour WrestleMania, quelle affiche extraordinaire ça pourrait être. Bref, beaucoup de questions, très peu de réponses pour le moment, bien évidemment, sur CM Punk. On peut simplement dire qu'en conférence de presse, Triple H a pas mal parlé de CM Punk. Bien évidemment, les questions tournaient autour de lui. Et il a dit que, ouais, il y a 9 ans, CM Punk était une toute autre personne, Triple H était une toute autre personne, et aujourd'hui, on repart de zéro. Et je vais faire la même chose, honnêtement, je repars de zéro avec CM Punk. Il y a eu des choses qui se sont passées, pas très bien, j'ai une certaine rancœur sur certaines choses, on s'en fiche. On repart de zéro actuellement, feuille blanche, à toi CM Punk de me montrer ce que tu vaux aujourd'hui chez WWE en 2023. Bilan donc de ces Survivor Series War Games 2023, comment ne pas mettre 10 sur 10? C'est impossible, et c'est une phrase qui va peut-être paraître dommage et blessant pour les superstars qui ont eu des combats avant l'entrée de CM Punk, avant le retour de Randy Orton. Le show restera dans la légende pour de 1, le retour d'Orton, et de 2, bien évidemment, le retour de CM Punk après 9 ans en dehors de WWE. Peu importe les matchs qu'il y a eu dans cette carte, les matchs sont oubliés dans 3, 4, 5, 6 ans. La seule chose qu'on retiendra, c'est le retour de Punk et le retour de Randy Orton. Le reste, on aura tous oublié. On aura tous oublié. Donc c'est un show qui restera dans la légende de la WWE. Dites-le vous bien, ceux qui ont vécu sur Survivor Series War Games 2023 en direct, on a réellement vécu un moment légendaire. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner. Vraiment, soyez présents sur cette vidéo. J'espère vraiment que vous serez hyper nombreux. Comme j'ai dit, c'était un moment d'histoire et j'espère que ce sera récompensé en termes de vues et de j'aime, bien évidemment. Comme d'habitude, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!